Dans cette nouvelle session, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser le langage DQL de Dynatrace pour filtrer et traiter nos données. Donc pour cela, bien évidemment, on peut directement passer en mode DQL, mais moi, ma petite astuce, c'est que en général, avant de vraiment rentrer dans les configurations un peu poussées, je commence toujours par mon filtre classique et du coup, je convertis mes filtres en langage DQL. Donc, dans notre cas pratique aujourd'hui, on va travailler sur des logs de type, sur des données de type de la technologie Nginx. Et donc, pour cela, moi, je viens ici et je filtre déjà sur l'ensemble de ces données. Je sélectionne les données de type Nginx. Donc, à ce moment, j'ai déjà fait un premier niveau de filtre. Donc, soit on peut passer par ici, soit lorsque je sais que je travaille déjà, par exemple, avec les données de type Nginx et lorsque j'ouvre une des données de type Nginx, donc vous vous souvenez, on avait parlé de la corrélation dans les précédentes sessions, donc vous retrouvez bien le bouton de corrélation qui va nous permettre de basculer des logs d'un pilier de type logs vers un pilier de type trace. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc, lorsqu'on regarde les paramètres d'une ligne de logs, vous voyez ici, on a la clé de la logs et on a sa valeur. Donc, si je veux par exemple dire que je veux uniquement, bon, j'ai pas pris celui-là parce que c'est du cluster, donc tous viennent d'un même cluster. Si je veux par exemple filtrer sur un node bien particulier, je peux dérouler ici et du coup Dynatrace me propose deux options. Il y a l'option du presse-papier, donc ça veut dire que si vous cliquez là, vous êtes en train de vouloir copier la clé, pas la clé, vous êtes en train de vouloir copier la valeur de la clé en question dont vous avez regardé les détails. Et celui qui va nous intéresser, c'est celui qui est juste à côté, qui va nous permettre d'appliquer directement un filtre. Et donc, lorsque je clique sur ce bouton et que je remonte ici, vous voyez, Dynatrace nous a automatiquement rajouté un nouveau filtre. Donc, c'est comme ça que vous pouvez, soit vous connaissez les noms des champs dans ce moment, vous filtrez, soit vous passez, vous essayez déjà de trouver l'ensemble des éléments, donc comme on a fait plus serveur Nginx, et puis dans le sous-ensemble de vos éléments, vous pouvez choisir une clé et filtrer dessus. Donc, pour l'instant, nous, on va travailler sur l'ensemble de données. Du coup, si vous êtes dans un scénario où vous avez déjà trouvé tous vos filtres comme ça, vous pouvez donc switcher en mode avancé qui est le mode DQL et donc du coup, Dynatrace vous convertit vos filtres simples en langage DQL. Pour présenter donc maintenant le langage DQL, avant toute chose, il faut donner une data source. Donc, dans notre cas, on verra les autres data sources plus tard. On est dans la data source de type fetch. Donc, la data source de type fetch, c'est une data source qui permet d'aller piocher de la donnée dans notre data lakehouse. Et donc, dans l'ensemble de ces données, on va choisir la donnée de type logs. Donc, pour voir, on peut tout simplement effacer ça. Et lorsque on met un espace, Dynatrace va automatiquement nous proposer les différentes options. Et donc, actuellement, on était sur l'option logs. Donc, vous pouvez décider de basculer sur l'option event, l'option bis event. Donc, ça, c'est en fonction des éléments sur lesquels vous voulez travailler. Mais en termes de syntaxe, c'est exactement la même chose. Donc, on va rester sur les données de type logs et puis on va jouer notre requête. Donc, dans une précédente session, on avait parlé de logs event, on avait parlé des limites. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on exécute la requête, il y a la petite notification qui nous dit « Ah, attention, vous êtes sur une limite ». Si vous voulez bypasser cette limite, vous avez la syntaxe qui est positionnée ici, donc en grisé, donc elle n'est pas prise, elle est positionnée, mais en valeur par défaut, donc c'est celle-là. Et donc, du coup, vous pouvez décider de copier la valeur et de la positionner à ce niveau. Et à ce moment, vous n'êtes plus soumis à la limitation parce que Dynatrace va maintenant se baser sur vos limitations. Ça, c'était la première chose. Donc, bien évidemment, si vous voulez aussi travailler sur la limitation en termes de quantité de données, vous avez aussi la seconde option. Ça, c'était la présentation de la première ligne. On verra plus tard comment est-ce que, actuellement, vous voyez, on est en train
d'afficher les données en fonction de notre filtre. Donc actuellement on est sur 891 kilobits de scanner. Si vous décidez de passer de 30 minutes à 24 heures et vous rejouez la requête, donc vous voyez, on a augmenté la quantité de données. Donc plus tard dans cette même session, on verra comment est-ce qu'on peut fixer la plage de recherche sans être dépendant du filtre général de Dynatrace. Ça c'est important parce que lorsque je positionne le filtre ici, c'est sur ma session à moi. Donc si je décide de partager la donnée, souvenez-vous, on a dit, lorsqu'on va travailler avec l'application de type notebook, elle est construite pour être partagée. Donc si vous ne fixez pas la donnée, vous pouvez être dans un scénario où vous partagez la donnée avec un collègue et vous attendez à ce que votre collègue ait le même espace-temps. À ce moment, lui, il est sur un autre espace-temps et en ce moment, vous n'aurez pas la même visu sur la donnée. Donc, dans certains scénarios bien précis, il peut être nécessaire de fixer la plage horaire. On verra ça plus tard, à la fin de cette session. Donc, ça, c'était pour la première ligne au niveau de data source. Et ensuite, vous voyez, à chaque ligne suivante, on a un pipe. Donc, le pipe, c'est comme lorsque vous travaillez en Linux. Donc, lorsque on va concaténer les commandes, donc la commande, on va déjà parcourir la data source et c'est le résultat de la data source qu'on va filtrer. Donc, c'est pour ça qu'on a le champ de type filter et l'ensemble des éléments qui vont ressortir de ce traitement, on va de nouveau les filtrer. Donc, gardez bien l'esprit que le pipe, c'est exactement le même fonctionnement que si vous faites un pipe lorsque vous faites des commandes de Linux. Donc, bien évidemment, vous avez le type filter qui va vous permettre de filtrer. Donc, c'est ce qu'on a déjà manipulé. Ça nous permet de filtrer déjà de manière grosso modo notre champ de données. Vous avez aussi une autre option qui est l'option du sort qui va vous permettre de classer les données. Donc, lorsque on est en mode sort, ici, on lui dit on veut classer nos données suivant le champ timestamp. Donc, c'est ce champ-là qui est le champ qui porte l'heure à laquelle l'élément, en l'occurrence, la logs a été généré. Et donc, actuellement, il est en descente décroissant. Et donc, vous pouvez décider de changer tout simplement l'ordre. Donc, c'est comme ça que vous pouvez changer l'ordre avec une option de type, un élément de type sort. Lorsqu'on a fait les filtres, vous avez vu, on est passé par le filtre classique et donc, du coup, il nous a rajouté des champs match. Donc après vous verrez que vous pouvez utiliser d'autres options. On peut essayer de filtrer. Au lieu de faire exactement sur une valeur, on peut lui dire qui contient. Donc il y a un certain nombre de traitements que vous pouvez faire au niveau des filtres. Vous pouvez même ajouter des opérateurs arithmétiques pour faire vos filtres. Donc ce qu'on va faire, on va donc rajouter un élément propre à nous. Donc lorsque je fais le sort, l'idée c'est de pouvoir. Donc, lorsque vous faites un espace, Dynatrace va proposer les différentes options du DQL. Donc, vous vous souvenez bien, on avait déjà le filter. Vous pouvez faire le join, vous pouvez faire les limites. Si vous parcourez, vous retrouverez le sort. Donc, après, vous pourrez faire des summarize, des choses comme ça. Donc, nous, on va faire un petit test avec le parse. Donc, lorsqu'on veut faire le parse, c'est là. Comme j'avais dit précédemment, lorsqu'on va faire du parse, c'est globalement le même travail qu'on aurait fait lorsqu'on traite la donnée avec du logstash, pas avec notamment du croc. Donc vous verrez que on sera dans une syntaxe qui est quasiment identique à la syntaxe croc que vous faites lorsque vous travaillez avec du logstash. Donc lorsqu'on veut parser, de la même manière, en général, lorsqu'on est sur un environnement logstash, on est plutôt sur un champ qui s'appelle message qui contient. Mais dans le cas de Grail, en général, le champ ça va s'appeler content. Donc, il est là. Le champ content qui transporte réellement notre ligne de logs. Donc, on a dit à Dynatrace qu'on veut travailler sur le champ content. Et donc, ensuite, il faut lui fournir une requête. Pas une requête, le pattern suivant lequel il va extraire nos données. Donc, je vais faire la petite parenthèse pour parler un peu
des patterns de Grok. Donc ici, je vous ai mis, je mettrai en ressources du module le lien de cette page wiki dans lequel, de cette page GitHub dans laquelle vous pouvez retrouver les patterns. Les patterns, ils sont classés par technologie. Bien évidemment, faites attention si vous décidez d'utiliser par exemple du bind, de vous assurer que l'outil en question connaît bien ces patterns. Si ce n'est pas le cas, les outils vous donnent souvent des options pour importer les patterns, comme c'est le cas par exemple dans Logstash. Bon, pour nous, on va faire des choses simples. On va utiliser le Grok pattern qui est en général le pattern qui est reconnu par tous les outils. Vous n'avez pas besoin d'importer les éléments qui sont contenus dans le Grok pattern. Donc bien évidemment, pour construire, il faut donc d'abord déjà analyser notre structure. Donc on est dans du Grok parce que ça c'est pas de la donnée JSON, c'est de la donnée plate. En général, le Grok est très indiqué dans ce genre de cas. Donc lorsqu'on regarde nos lignes, on se rend compte qu'en tout début, en général, on a l'IP. Et donc, si on vient ici et qu'on se met à rechercher l'IP, Dynatrace nous dit, ah, j'ai un champ qui s'appelle IPv6. Si vous savez que votre champ c'est du type IPv6, vous pouvez donc prendre celui-ci et voilà l'expression régulière qui va être utilisée pour matcher cela. Après, il vous dit, ah, si vous faites plutôt de l'IPv4, vous pouvez donc utiliser plutôt le pattern IPv4 et voilà l'expression que je mettrai pour reconnaître une IP de type V4. Mais nous, en général, des fois, on va être en IPv4, en IPv6 en fonction de la configuration du poste. Et donc, dans le Grok pattern, il y a un autre pattern qui s'appelle IP. Et lorsqu'on regarde l'expression régulière, en fait, il est en train de vous signaler que quand vous mettez IP, il va combiner IPv4 et IPv6. Donc ça, c'est vraiment celui qui nous intéresse. On aurait pu, là, dans notre exemple de nos données, on est en IPv4, on aurait pu mettre IPv4 en général, mais dans les bonnes pratiques, lorsqu'on fait du Grok, du pattern, c'est bien d'être toujours dans le plus général parce que si vous fixez IPv4 et pour X ou Y raison, il y a un seul client qui vous fait IPv6, vous irez en erreur. Donc ici, je lui dis, moi je vais faire de l'IPv4. Donc lorsque je fais l'IPv4, je lui dis, si tu trouves un champ de type IPv4, tu l'appelles client IP. Donc à ce moment, je copie. Dans ma page, je n'ai qu'une seule référence à IPv4, donc je peux jouer ma requête et de nouveau refaire ma recherche. Désormais, Dynatrace, donc du moins le navigateur me dit désormais deux champs parce que Dynatrace a créé un nouveau champ qu'il a appelé IPv4 et dans IPv4, il a positionné notre IP. Et donc si j'avance dans le navigateur, je retourne dans le champ Content, vous voyez, il a bien récupéré notre IP qui était en 43.36. 43.159, pardon. Donc, l'autre exercice qu'on va faire, on va essayer de récupérer la date. Donc, ça, c'est maintenant les éléments il y a d'autres syntaxes lorsque vous faites du Grok pur, avec des espaces et choses comme ça. Mais dans Dynatrace, il y a des champs de type LD qui vont permettre de séparer pour prendre un bloc de données. Donc, je mets du LD pour dire tu m'occupes le bloc. Et ensuite, je vais récupérer la date. Ça, c'est des choses que vous apprendrez au fil de vos manipulations. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, vous avez du HTTP date qui va vous permettre de renseigner votre date. Et donc, comme on est sur du Jinx, c'est bien du HTTP date. Et puis, je l'appelle date. Et puis, je peux exécuter ma requête. Et désormais, je regarde ici. Et il me dit, j'ai désormais un champ qui s'appelle HTTP date et qui porte la date en question. Donc, ainsi de suite, on peut rajouter autant de requêtes que l'on veut pour filtrer les données exactement comme on veut. Et donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir qu'on peut rajouter un champ qui va être un champ composé. Et puis, on s'arrêtera là en termes d'exemple. Donc, je peux utiliser la requête field pour lui demander de m'ajouter un champ. Donc, vous voyez, au niveau de notre requête, on se retrouve avec plein de champs
des champs historiques. Imaginez-vous, on n'a pas besoin de tous ces champs. Donc, on utilise par exemple la requête field et on lui dit qu'on veut le champ timestamp. Bien évidemment, ça nous permet de voir l'espace-temps. On lui dit qu'on veut récupérer le champ client IP. On avait aussi créé le champ date. Et bien évidemment, on peut lui dire de nous garder le champ content. Donc, vous faites une liste, hein, vous donnez tous les champs qui vous intéressent. Et désormais, vous voyez, la barre de navigation a disparu parce que maintenant, on est sur un nombre de champs assez limité. Donc, c'est comme ça qu'on fait le traitement au niveau des QL. De la même manière que lorsque vous faites du logstash, vous pouvez créer de nouveaux champs à partir de champs existants. Donc, je peux lui dire, je lui fais par exemple du fields add. Donc, pour dire, je rajoute un champ. Donc, je dis le champ, c'est un champ qu'on va appeler test. Et dans test, je lui dis que tu auras la valeur demain. Bon, ce n'est qu'un exemple. Et automatiquement, vous voyez, on a un nouveau champ qui a une valeur qui est en due, qui est demain. Bon, ça, ce n'était que du test. On va prendre un cas un peu plus concret. Imaginez-vous, on souhaite récupérer, par exemple, on veut créer un champ get dans lequel on dit est-ce que c'est du post ou du get qui est fait. Donc, au lieu de l'appeler test, je l'appelle get. Et je lui dis, au lieu de fixer le champ en dur, je lui mets une condition. Je lui dis si tu te rends compte que le champ content a comme valeur get, tu lui affectes true. On a bien fait mettre toutes les parenthèses, oui, et puis on joue la requête. Donc là, désormais, on a le champ qu'on a appelé get et on va vérifier. Ici, on est en post, donc il est bien nul. Et ici, on est en get et on a désormais une valeur true. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez séquentiellement rajouter des champs pour construire votre requête. Donc, vous avez des champs qui vont faire des sommes, vous pouvez mettre des conditions, vous pouvez mettre des and comme on a fait ici. Et c'est comme ça que vous construisez votre requête DQL. Bien évidemment, là, actuellement, on a un mode table. Donc, bien évidemment, vous avez des options qui vont vous permettre de créer la donnée qui pourra être exploitée en type bar ou single value. Et puis, pour faire, par exemple, ce genre de traitement. Tout à l'heure, je vous ai parlé des data sources. Donc, si on revient dans la doc Dynatrace, au niveau des data sources, donc, actuellement, on a travaillé avec la data source de type fetch. Donc, je vous ai dit, c'est la data source qui permet de charger les données spécifiant d'une ressource bien spécifique. Et vous avez des data sources de type describe qui va permettre de décrire un élément. Donc, si je prends par exemple cette syntaxe-ci comme élément de test et que je colle là et que je l'exécute, en fait, pour l'élément DT Entity Host, Dynatrace nous informe que voilà les champs dont on dispose et pour chacun de ces champs, voilà son type. Ça peut être intéressant lorsque vous êtes en train de travailler sur des ressources, lorsque vous voulez faire des sommes, des comparaisons. Donc, bien évidemment, si c'est un champ de type string, vous comprenez que vous ne pouvez pas faire des comparaisons. Donc, vous pouvez utiliser le describe pour voir quel est le type du champ et pour savoir à peu près quel genre de traitement vous pouvez faire sur votre champ. Tout au-dessus, on a un champ de type data, qui va vraiment être le champ qui va vous permettre de tester plus de la donnée. Donc, si je prends ça comme exemple ici, et on va décrire ce que ça fait. Donc, déjà, comme j'ai dit, on était sur du fetch, pardon, ou du describe ou du data. Donc, ici, vous voyez, on a des records. Donc, on lui donne des données. Donc, on a un premier record ici, et là, on a un deuxième record. Donc, on dit, je te donne mes données. Donc, là, on n'est plus en train de... Là, ce n'est plus, je vais dans grêle récupérer. C'est, je te donne des données et je vois comment est-ce que tu peux les traiter.
Donc, si vous voulez par exemple jouer avec des données et que vous n'avez pas, vous savez pas trop, vous pouvez déjà vous-même fournir vos données et les traiter et faire des filtres sur des choses comme ça. Vous voyez par exemple ici, pour le champ event qui est là, on regarde la longueur de la chaîne et si c'est supérieur à 4, on fait un traitement. Donc c'est comme ça qu'on peut faire des supérieurs, on peut faire des inférieurs. Là on est un peu dans le cas, voilà, ça c'est un cas qui ressemble un peu à ce qu'on a fait tout à l'heure, dans lequel on a créé un champ en condition. Et donc lorsque vous exécutez, donc on a mis deux données. Bien évidemment ici vous pouvez rajouter une troisième donnée. Donc ici on a le fil de l'event et je mets par exemple ça et que j'exécute. Vous voyez, actuellement j'avais deux données qui s'affichaient et donc j'ai rajouté une deuxième donnée dans laquelle ma condition ne rentre pas, parce que vous voyez ici on a dit qu'on a mis un filtre qui vérifie que le champ event, son contenu a au moins 4 champs. Et donc, nous, on n'est pas dans ce cas. Et donc, si je rajoute ici Feld, on a désormais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, lorsque je réexécute, on a désormais 3 champs. Donc, vous pouvez faire énormément de traitements sur vos données. Vous mettez des conditions sur des données, vous mettez des conditions sur des contenus pour pouvoir les travailler. Une chose très importante, là, vous êtes vraiment en mode DQL. On est sur des choses qui ne sont pas possibles avec des champs classiques. Donc, si vous souhaitez, ou si vous cliquez par mégarde sur le champ en question, et que vous pensez qu'en recliquant, vous aurez de nouveau votre valeur, vous les perdrez. Donc, ne faites de la bascule que si vous êtes sur de la donnée de type filtre. Dès que vous rajoutez des sortes, des conditions, il ne faut pas basculer en mode simple, sinon vous allez perdre votre travail. Donc, bien évidemment, si vous souhaitez basculer, faites une copie de votre travail et vous le sauvegardez à côté. Ça, ce n'était qu'une introduction sur les capacités de l'outil DQL, une introduction sur les capacités du DPL où on a fait du pattern. Et l'idée, c'est d'être sur de la vraie donnée et de pouvoir être sur des cas bien précis et de travailler de la donnée. Moi, le seul conseil, c'est aller dans la documentation, regarder les options qui sont possibles, faites des tests et modifiez vos données.